aujourd'hui, suite et fin des travaux des assises sur les états généraux de la communication et des médias. Les travaux se sont poursuivis hier, qu'est des recommandations et des résolutions allant du cadre juridique qui régit l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, que du moratoire sur les arrestations du journaliste sur l'ensemble du territoire national, mais aussi la définition de la politique nationale de la communication et des médias. Autant de résolutions. Le président de la République va pouvoir tirer les rideaux de ces assises aujourd'hui, prévues, sauf imprévu, aujourd'hui vendredi, au Kempinski Fleuve Congo Hotel à 16h, bien évidemment. Après les conseils de ministres, les grands défis, comme nous l'avions dit, je crois bien mardi ou mercredi, pour ces assises, ça sera la mise en application de ces résolutions et recommandations. On en parle tout à l'heure avec des professionnels de médias. Félix Antoine Tshisekedi qui réitère aux diplomates en place à Kinshasa sa vision basée sur une politique de bon voisinage, d'amitié et de solidarité. La cérémonie d'échange de vœux au corps diplomatique a eu lieu hier. Le président de la République était face aux diplomates accrédités à Kinshasa, au palais de la Nation. Cérémonie traditionnelle. Le chef de l'État a pris la parole, tout comme le douanier des corps diplomatiques, les Camerounais, les diplomates camerounais, qui a pris la parole. Alors, depuis son avènement au pouvoir, le président de la République, selon lui, a travaillé de manière que le Congo soit ouvert au monde. Il a brisé son isolement. Le chef de l'État qui est revenu sur la réintégration de la République démocratique du Congo dans le concert des nations. Alors, cette ouverture au monde a été également saluée par la nomination ou l'accréditation de plusieurs diplomates congolais dans le monde, dans des régions. Le président est revenu sur le fruit de cette diplomatie avec des accords conclus avec certains pays de l'Asie, de l'Océanie et de l'Amérique, dixit Félix Tshisekedi. Alors, du concret sur cette diplomatie, qu'est-ce que nous avons quand même bénéficié pendant 3 ans de Félix Tshisekedi à la tête du pays? Tentative également de réponse dans cette émission. Merci de votre fidélité. La grève des professeurs se poursuit. Les enseignants, les professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire durcissent les tons. 21 jours encore de grève. Pour eux, le gouvernement a du mépris vis-à-vis des enseignants. En tout cas, pas de rentrée académique 2021-2022. On en parle avec un journaliste qui est avec nous sur ce plateau. Heureusement ou malheureusement, il est en même temps professeur d'université. José Adolphe Voto, il est journaliste, patron de Canal King Télévision, une chaîne sœur d'ailleurs. Voto, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Serge Kabongo. Pourquoi vous gravez? Je crois que le communiqué de Rapico l'a dit, hein, donc le terme c'est ça, c'est le mépris. Le mépris, les professeurs d'université ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat, au moins initialement depuis 3 ans. Ce qui gagnaient il y a 3-4 ans, ils ont perdu la moitié à cause de taux d'échange. Ils réclament qu'on leur remette ça. Mais la réclamation, la revendication, c'est que déjà ce qu'ils gagnent, c'est pas suffisant. Mais ne fût-ce que ce qu'ils avaient, qu'on puisse maintenir ce taux-là. Et il y a eu ce qu'on appelle le MAC à gagner, qu'on puisse leur rembourser. Il y a eu des contentieux, d'abord des contentieux de voitures, qu'on avait livrés avant, mais aussi des promesses de voitures. Voilà. Donc c'est tout ça qui est réuni dans des revendications qui ont été exprimées au gouvernement. Mais on a l'impression que le gouvernement ne prend pas cette question au sérieux. La preuve, c'est que pendant que les universités sont fermées, le gouvernement s'intéresse plus aux étudiants. Et nous avons pour des raisons électoralistes. Lorsqu'on n'est pas contre qu'on donne des bus aux étudiants, d'ailleurs on en a besoin. Mais lorsqu'on les donne pendant qu'il n'y a pas cours, pour qu'ils aillent où avec ces bus-là? Il n'y a pas cours. Mais vous ne résolvez pas le problème de... Le vrai problème, ce n'est pas le transport, le vrai problème, c'est que les étudiants doivent être dans leurs auditoires. Alors, vous donnez des bus aux étudiants pendant qu'il y a pas cours. Et en fait, le président de la République reçoit une délégation des étudiants. Et malheureusement, ni le gouvernement, ni les étudiants, ils ne parlent pas de professeurs. Mais ça, c'est quel message qu'ils envoient aux professeurs? Et c'est ça qui fait dire aux professeurs que ça, c'est du mépris. Est-ce que là, vous analysez comme
la personne indiquée comme professeur, ou bien maintenant là, vous prenez la carapace du journaliste et vous analysez. Oui, vous êtes un peu jugé et parti. Hein. Moi, conseiller du président, je n'aurais pas demandé que le président reçoive les étudiants dans ces contextes-là, dans cette période-ci. Parce que c'est comme si le gouvernement s'intéresse plus aux étudiants, et c'est comme si le gouvernement montait nos étudiants contre nous. Et nos étudiants, les délégués des étudiants qui vont rencontrer le président de la République pendant que les professeurs sont en grève, ils n'en parlent pas. Ça nous choque. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je crois que personne n'en a besoin. Nous sommes déjà en difficulté, l'éducation est en panne, le calendrier est décalé, et donc je crois que le gouvernement va revenir à la table de... Alors, le durcissement des temps, on est habitué à ces genres de grèves. On pense que vous n'allez peut-être pas tenir après 1-2 mois, vous allez reprendre les auditoires. Le durcissement, c'est-à-dire quoi? Vous n'allez plus délibérer, parce que d'abord, on avait dit, c'est une grève normale, c'est-à-dire pas de rentrée académique. Vous délibérez les étudiants de l'année dernière, mais aussi les défenses continuent. Maintenant, les durcissements, j'apprends que vous n'allez plus délibérer ni les étudiants de l'année dernière, moins encore les défenses ou soit les soutenances. Bon, je n'ai pas participé à la dernière réunion, je ne suis pas syndicaliste, mais je crois que les syndicalistes qui ont une certaine reviendront vers nous pour nous dire exactement à quel terme ces décisions seront opérationnalisées. Mais sinon, vous restez ouvert. Hein, Oui, mais c'est pourquoi le syndicat va vers le gouvernement. Mais ce qu'ils ont expliqué comme mépris, c'est quoi? Ils ont un rendez-vous avec le Premier ministre qui ne le reçoit pas. C'est pas correct. Le problème, c'est les gouvernements ou bien c'est le ministre lui-même qui ne sait pas manager, à votre avis? Non, moi je crois que... Bon, je crois que ce ministre-là, il se bat. On a vu depuis les États généraux comment il s'est battu, on voit sa fougue, sa détermination. Il recule toujours, fermeture de certaines écoles, certaines universités. Oui, mais je crois qu'il commet des erreurs. Hein, voilà, c'est la première fois qu'il dirige un ministère à ce niveau-là. La première erreur, c'est la mise en place au niveau des universités. Alors qu'aux États généraux, l'option a été prise pour que les pairs puissent élire le responsable. Et nous pensons qu'avec cette fougue qu'il a... Et parmi les revendications aussi. C'était ça. Par cette fougue qu'il a, tout ça, sa détermination, il irait vers ça. Mais il a emboîté le pas aux autres, comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire des petits calculs politiciens pour placer tel ici, là-bas. Voilà, donc c'est ça qu'il a rattrapé. Mais je crois qu'il a la bonne foi et on lui fait confiance. Peut-être qu'il y a d'autres impératifs, hein, au-delà de lui. Hein. Oui, mais il est dans un gouvernement, il est dans une coalition, il y a une pesanteur. Il peut rien faire lui seul. Très bien, merci beaucoup. Allez, on prie pour que la rentrée soit effective, si pas la semaine qui s'achève, mais peut-être que ça soit effective la semaine prochaine. Allez, on va parler de Félix Tshisekedi Tshilombo, qui réitère aux diplomates accrédités à Kinshasa sa vision basée sur une politique de bon voisinage, d'amitié et de solidarité. Deuxième fois, troisième fois, c'est l'échange de vues au corps diplomatique accrédité à Kinshasa. Félix a vanté l'ouverture du Congo au monde. Il dit avoir brisé l'isolement du Congo et la réintégration de la RDC dans les concerts des nations. Il dit vrai, il dit faux? Non, c'est tout à fait vrai, mais c'est le contexte, hein, donc ça a toujours fonctionné comme ça. Donc à chaque fois qu'un nouveau président arrive, il arrive sur fond de divergence entre la communauté internationale, les grandes puissances et le pays. Ça s'est passé comme ça pour Mobutu, ça s'est passé comme ça pour Mouzé, avant qu'il puisse craquer le diplomate américain au téléphone, ça s'est passé comme ça comme pour Joseph Kabila, parce que Mouzé était en difficulté par rapport à la communauté internationale, et donc c'était tout à fait normal. Et donc le Congo, c'est un pays qui compte, comme on dit aussi, c'est un pays solution. Et donc aucune puissance internationale ne peut se passer du Congo. Donc Tshisekedi arrive au moment où Kabila est mis en isolement pour plusieurs raisons. Mais en même temps, ceux qui isolent Kabila, pour une raison ou une autre, ils ont besoin du Congo, ils ont besoin des minéraux, ils ont besoin de la coopération, ils ont besoin de tout ce dont le Congo regorge. Et donc, quand un nouveau président arrive, c'est l'occasion pour eux de renouer avec le nouveau président. Donc, tout à fait normal. Et d'autre part, lorsque le nouveau président arrive, il y a cette donne qu'on doit relever, c'est qu'on peut... Vous savez dans quel contexte ce qui est arrivé? Sur fond de contestation d'abord au niveau de l'Union africaine, oui, au niveau de certaines puissances internationales. Et donc, un pouvoir qui s'installe doit être, comment je pourrais dire, accrédité, doit être confirmé par
les puissances internationales. Oui. Ça, c'est une donne. Et donc, lorsqu'il arrive, il a intérêt à aller vers ces puissances internationales, ce qui fait que, là, vous avez vu, à chaque fois qu'il allait dans une capitale... Il a multiplié les voyages. Hein. Oui, il a multiplié, à chaque fois qu'il appelait dans une grande capitale mondiale, même la base applaudissait, dit que, mais voilà, enfin, il a rencontré Biden, voilà, c'est pour confirmer qu'on a passé l'éponge. Mais la grande question, c'est les retombées de cette coopération, les retombées de toutes ces rencontres, de tous ces voyages. On va en parler Voilà. tout à l'heure. Merci beaucoup, José Adolphe Goto, pour juste l'introduction sur ce premier thème de l'émission. Le deuxième invité qui arrive un peu en retard, on attend le troisième, Edmond Izouba de opinion-info.cd. Edmond, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Hein. Merci beaucoup. Je suis très heureux de partager le même plateau avec le prof Goto. Vous avez appris la grève des enseignants, des professeurs d'université. Oui, bien sûr. Ils ont aussi le temps. Hein. Ils ont radicalisé leur mouvement de grève, mais aucun répondant de l'autre côté. Le gouvernement, l'employeur préfère fermer ses oreilles à ces revendications. Bon, on va voir parce que jusque-là, la nouvelle année académique n'a pas encore démarré. Alors, il faut craindre peut-être que le mouvement n'est pas encore effectif à l'UNIKIN parce qu'il y a eu dans l'entretemps changement de la délégation syndicale à l'UNIKIN. Ouais. Je crains fort que les étudiants puissent entrer dans la danse et perturber encore le mouvement ici dans la ville. Oui, parce que ça va s'élasser. Les étudiants, surtout de l'UNIKIN, qui connaissent déjà des années élastiques, je crois que ils ne vont pas encore accepter de longue durée. Parce que moi, je me rappelle, nous avons connu ça dans le passé. Moi-même, quand j'ai étudié là-bas, il y a eu un certain moment, pendant la grève, les étudiants ont accepté de porter les revendications des enseignants, descendre dans la rue pour pousser le gouvernement à agir. Mais je crois que cette fois-ci, c'est l'indifférence totale. Parfois, c'est des descentes punitives. Hein. C'est des casses, c'est des... Oui, parce que la masse est là, la foule, deux fois, la police est surprise et incapable de contrôler, et ça pousse à des débordements. Parce que, il faut le dire, quand les étudiants quittent leur site pour une revendication, par exemple, des rues, il y a toujours des infiltrés, il y a toujours des bandits qui s'infiltrent pour commettre des dégâts de gauche à droite. Donc, il faudrait qu'on évite les pires cette fois-ci. Il faudrait qu'on regarde cette situation et qu'on avance, parce que le gouvernement est toujours accusé de mauvaise foi. À chaque fois quand il y a des accords... Même si le gouvernement donne des bus aux étudiants. Oui, les bus ne symbolisent rien. Est-ce que les étudiants manquaient des bus pour atteindre les sites universitaires? Je ne pense pas. Ils payaient leur transport, à moins que l'État ait pensé à organiser ces déplacements et cette mobilité. Je pense peut-être à cela. Mais dire que voilà, les gouvernements ont offert les bus, mais ce n'est pas aussi les bus gratuits. Les étudiants auront à payer cela à travers leurs frais académiques, parce qu'on parle de cartes puces. Donc, il faudrait qu'il y ait l'existence de cette carte. Ça veut dire que sur cette carte, il y aura des informations à l'intérieur. Donc, ça veut dire on va peut-être écrire le nom de l'étudiant et masquer les numéros de frais académiques. Donc, ce n'est pas un don du chef de l'État, ni un don du gouvernement. Les étudiants auront certainement à payer. Mais j'insiste beaucoup, parce que ça fait 3 conseils des ministres depuis que ces revendications ont commencé. L'État, on n'en fait même pas mention. On n'en fait pas mention, alors c'est très grave. Donc la situation se caporalise, se généralise et se radicalise. L'État ne fait rien. Mais donc, voilà. Si ça commence à Kisangani, nous ne le souhaitons pas. Ça risque de commencer à l'université de Kisangani, ça prend l'ISTA ici, ça prend le Bumbashi. Moi j'adore le professeur parce qu'ils sont solidaires et ils sont unanimes dans leur mouvement. Et je pense que ça va aller comme ça. Et parce que les autres vont voir leurs collègues et tout ça, ils vont essayer de compatir. Mais je pense que le problème, il faut résoudre dans leur globalité. Il faut créer un cadre de concertation. Pour moi, je dirais de manière permanente, comme on a créé pour le cadre des enseignants de l'école primaire et secondaire, comme on a créé aussi pour les fonctionnaires de l'État. Donc ça doit être le même pour les enseignants de l'université, mais aussi pour les chefs des travaux
et des assistants. Alors Edmond, vous avez suivi, on était avec vous hier au Centre Nganda, on va en parler tout à l'heure, mais déjà on suivait en direct cet échange de vues entre les chefs de l'État et les corps diplomatiques. Et je prends 2-3 points, on en parlait tout à l'heure avec José Adolphe Moto, le professeur, les chefs de l'État s'évaquent de l'ouverture du Congo au monde. Il dit avoir à briser l'isolement du Congo, mais aussi la redynamisation de la RDC dans le concert des nations. Il dit vrai, il dit faux? Il dit vrai, parce que jusque-là, on doit être sincère pour dire qu'il n'y a pas encore de vraies retombées de cette redynamisation de l'espace diplomatique de la RDC. Mais actuellement, si vous avez le même regard que moi, vous allez constater que la plupart des ministres effectue des déplacements pour des sommets à l'extérieur du pays. C'est que lui-même aussi, mais les ministres fréquemment, ils effectuent. Tout récemment, le ministre du Tourisme et le ministre de l'Industrie ont effectué un déplacement en Espagne où on a parlé avec une délégation de plus de 120 personnes. Alors, on a parlé Congo au sommet du tourisme, on a vendu l'image du pays. Et ça, c'est quand même un pas vers de l'avant. Vous avez encore cet aspect au niveau de considération quand même. Je pense que en Afrique, la RDC aujourd'hui sur le plan diplomatique occupe une place de choix parce que son président, jusque-là, il n'a pas encore transféré les flambeaux, occupe encore la fonction du président de l'Union africaine. Dans une semaine, je crois. Alors, c'est quand même une fonction de publicité sur le plan diplomatique. Quand on parle de grandes organisations du monde, on cite l'Union africaine et on cite la RDC. Aussi parce qu'il va succéder, il va prendre la tête de la SADC, d'après nos informations. Donc ça fait du coup 2 ans ou 3 ans, la RDC restera sur l'échiquier mondial et on continuera à parler du Congo. Alors, maintenant les retombées, c'est quoi? Les retombées, c'est que là, il faut avoir avec soi les projets bancables, parce que la RDC a participé au sommet mondial du climat. J'ai vu la brillante intervention de Madame F. Bazaïba, la VPM de l'environnement, où le Congo a aussi été vanté par ses richesses comme pays sous-sol et du sol. Donc, la RDC pays solution, oui d'accord, mais qu'est-ce que la RDC propose? Vous avez des forêts, oui, vous en avez plusieurs, mais personne d'autre viendra parler pour le Congo. Il faudrait que, en dehors de ces richesses que vous avez, vous construisez des bons projets capables à être financés et qui vont séduire le monde entier, je dirais même l'humanité, et fixer un regard autour de vous. Edmond, s'il vous plaît, j'apprends que le chef de l'État va pouvoir faire les déplacements ce week-end pour Banana, je crois, au niveau du Congo central. On va poser la première pierre en vue de la construction du port en eau profonde. La deuxième pierre, parce que la première a été posée par Kabila. Edmond, je suis un peu serré. Mais on doit être sincère. 3 ans, c'est toujours DP World, c'est la même entreprise qui exécute. 3 ans, 3 ans, José Adolphe Moto. Quel grand projet, quel grand accord arraché par une diplomatie agissante, à part peut-être ce que les Émirats vont venir faire ici avec les ports en eau profonde des bananes. Il y a ça, mais le port en eau profonde des bananes va en parallèle avec le pont route sur Congo-Brazza. Un vieux projet. Voilà, un vieux projet qui a reçu un financement aussi. Je crois que ce sont deux grandes retombées, mais qui sont en concurrence. On a vu la voix de la communauté Congo qui s'est levée pour que le pont de Banana puisse être construit d'abord, avant celui de Brazzaville. Bon, apparemment, le gouvernement a cédé. L'important, c'est qu'on puisse, d'une part, construire le pont de Banana pour des intérêts nationaux, mais aussi, on est en Afrique, il y a cet intérêt transafricain qui doit passer par ce pont-là, et donc il faut juguler le débat. À part ces 2 projets, je ne vois pas. Cette diplomatie-là, il ne faut pas s'arrêter seulement au niveau du show, de chrysanthème, de la télévision, et comme Mizouba l'a dit, il faut qu'on soit capable de ficeler des projets qui sont bancables, de montages financiers et les défendre. C'est-à-dire les besoins du Congo. Voilà.
comment les évaluer, les transformer en Les capitaliser termes d'idées pour peut-être aller arracher des marchés ailleurs, Oui, parce en que utilisant notre diplomatie. Voilà, si le président Tshisekedi est monté bien haut avec la casquette de l'Union africaine, avec la casquette du président du Congo, il est monté bien haut jusqu'à siéger au sommet, dans de grands sommets où il y a de décideurs du monde. Et ça, je crois qu'après l'Union africaine, peut-être qu'il n'aura plus l'occasion d'arriver à ce niveau-là. Peut-être. Et donc, si toutes ces rencontres n'ont pas produit de résultats concrets, c'est vraiment du gâchis. C'est une occasion en or que le Congo avait, non seulement sur le plan économique, mais surtout sur le plan sécuritaire. Ce sont les décideurs du monde. Quand on rencontre Biden, quand on rencontre Macron, quand on rencontre Merkel, ce sont des gens qui peuvent décider. Et en un mois, la paix revient. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu des grands investisseurs allemands au Congo pendant les 3 années de Tshisekedi. On n'a pas vu les investisseurs belges. On n'a pas vu les investisseurs français, José Adefoto. Mais le contexte ne s'y prête pas. Nous sommes un pays dans l'insécurité. Insécurité sur le plan des armes, mais insécurité sur le plan de climat des affaires. Vous voulez dire que cette diplomatie, entre guillemets, agissante, n'a pas caché la face armée de la situation du pays. Un homme d'affaires, c'est l'argent. Un homme d'affaires, c'est comme un lapin. Quand on tire quelque part, il fuit. Il fuit. Parce que qui peut risquer d'investir ces millions de dollars alors qu'il ne sait pas d'abord. Il y a des groupes d'armées qui peuvent venir piller. Il y a l'instabilité au niveau de l'État. Même le pouvoir au Congo n'est pas stable. Des élections qui sont contestées. Ça n'arrange pas les investisseurs. Parce que c'est pas avec celui-là, si ça change, qu'est-ce que je vais devenir? Donc il faut donner ces garanties-là aux partenaires pour qu'ils viennent. Les gens ont défilé ici, mais après ils sont repartis, ils ne sont plus revenus. Dans la plupart des projets, moi je pense que c'est... Il a battu les records des chefs d'État à la tête de l'Union africaine qui ont connu des coups d'État absolument, du continent. Absolument. Et puis... Combien de coups d'État? 4 hein? Oui, 4 successivement, hein, ça s'est suivi. Alors, moi, je voulais rebondir dans cet aspect des choses où vous avez de la matière, mais vous n'avez pas des idées comment transformer ces matières-là en capital pour séduire les investisseurs. Les grands, les bailleurs de fonds, ils sont là. Mais quand ils viennent, ils descendent sur terrain, ils doivent faire ce qu'on appelle les études. Ils doivent poser leurs expertises sur un milieu où ils doivent exploiter et puis après continuer. J'ai appris que les Allemands devraient construire le montage des véhicules. On a parlé des véhicules, on a parlé le problème des rails avec la société où on veut investir plus de 25 milliards de dollars. Ben, je ne sais pas si c'est des TGV dans la ville. Oui, non, pas dans la ville, mais c'est toute la RDC. Pour boucler la RDC avec le rail, il y a aussi le projet de Inga 3 que les Allemands, avec Merkel, déjà signé. Bon, qu'est-ce qui ne marche pas? On ne sait pas, peut-être qu'il faut encore booster. Bon, moi je me dis, quand on signe avec un partenaire, cela ne suffit pas. Il faudrait maintenant que ces partenaires-là obtiennent ce que le professeur parlait tout à l'heure, là, des garanties. Ils doivent venir chez vous. Ils doivent mettre autant d'argent. Mais quelles sont les garanties? Par exemple, sur le plan sécuritaire, sur le plan du climat des affaires. Ça se pose un problème. Si votre climat des affaires est empoisonné par des taxes inutiles, ils ne viendront pas. C'est-à-dire, dans ces cas-là, ils se trouvent dans une insécurité. Il faudrait que l'État le protège. Il y a aussi ces domaines miniers. Par exemple, dans la partie Est et Ituri, vous prenez toute cette partie, vous allez voir qu'il y a l'insécurité. Moi, je me pose des questions, comment Kibali continue à exercer pendant que dans ce coin-là, on tue et on massacre sans pourtant atteindre les sites. Donc, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des zones où les investisseurs ont tenu tête contre les rebelles, il y a plus de présence militaire dans les sites miniers que là où il y a de côté la population. Avec les voisins de l'Est, il n'y a pas eu de bruit de bottes outre mesure. Hein. L'Ouganda, le Rwanda. D'ailleurs, avec l'Ouganda, on a un grand projet de la route Beni-Kasindi en construction. Et la preuve, c'est qu'il y a même l'intervention du UPDF, l'armée ougandaise, au Congo. Hein. Je crois que les voisins de l'Est du Congo,
qui exploitent le Congo depuis un quart de siècle. Je crois qu'ils évoluent, ils ont changé de paradigme. Regardez, puisque vous parlez de la route Kasindi-Beni, l'Ouganda propose la route Kasindi-Beni, le Rwanda est déjà présent au Congo à travers Rwandair, et ils aménagent Goma. Le Burundi est dans un programme avec le Congo pour le rail. Et donc, vous voyez, tous ces projets, tous ces grands projets avec les 3 grands voisins de l'Est, c'est sur le voie des communications. Et la réponse, c'est le président tanzanien qui le dit. Il faut rentrer au Congo. Voyez-vous? Donc, les voisins de l'Est ont décidé de rentrer économiquement au Congo. Sinon, la partie Est du Congo soit exploitée, soit tournée davantage vers l'Est. Pendant ce temps, qu'est-ce que le Congo gagne? C'est ça la question. Donc, le Congo aujourd'hui constitue un grand marché pour ces pays-là. Voilà. Mais qu'est-ce que le Congo gagne? En signant des accords d'échange avec ces pays-là, de libre circulation de biens et de personnes. Mais qu'est-ce que nous offrons? Ces pays vont envahir le marché congolais de leurs produits. Ils vont ramener du minerai, ils vont ramener les produits congolais. Mais nous gagnons quoi? C'est ça le problème. Et tout ça, ça doit être réfléchi. C'est pas de gaieté de cœur qu'ils mettent des rails, qu'ils mettent des routes, qu'ils mettent les avions. Peut-être d'ici peu, le Rwanda va commencer à faire des lignes domestiques congolaises. C'est des affaires, ils ont de l'argent. Mais ils nous tiennent en étau. Donc, ils lâchent un peu sur le plan économique, mais sur le plan sécuritaire, ils nous tiennent toujours en étau. Ça m'inquiète. Très bien. Merci beaucoup. Et bon, vous terminez la tournée avec la question de la diplomatie. Vous pensez qu'on a bien vendu le pays pendant tout depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Et la question peut-être de l'Est, on n'a pas réellement senti l'ONU sur cette question comme peut-être à l'époque. Moi, je pense que sur ces problèmes de l'Est du pays, il y a eu une solution pour ça. On parlait du départ de casques bleus des Nations Unies, et je pense que l'option qui a été levée, c'était un départ progressif, c'est-à-dire on ne va pas directement enregistrer les départs de contingent en contingent, mais plutôt faire en sorte que dans certaines zones où il n'y a plus de problème d'insécurité, que les casques bleus des Nations Unies quittent les lieux. Mais aussi là où je me demande que, je me dis, le pays n'est pas assez bien vendu avec Tshisekedi comme président de l'Union africaine, c'est cette problématique des coups de guerre. Il y a aussi le bilan de notre président à la tête des nations de l'UA qui pose problème. On a parlé de cet objectif de faire taire les armes, mais aujourd'hui, on parle encore de coup d'État. Et quand vous regardez les communiqués pendus par l'Union africaine, comme si on faisait allégeance aux rebelles. Donc, on n'est pas aussi assez ferme contre le coup d'État. Et vous voyez même la réaction du monde entier, de l'Union européenne, vous voyez la réaction des Nations Unies, c'est comme si on concédait les coups d'État, c'est comme si c'était un plan organisé. Or, ça détruit les bilans, parce que l'objectif, quelque part, était aussi permettre aux chefs d'État de terminer leur mandat et des partis d'organiser les bonnes élections. Mais les élections, là, n'arrivent toujours pas. Les peuples s'impatientent et même le rebelle qui arrive jusqu'à récupérer le pouvoir. Donc, moi, je pense que de ces côtés-là, le président de la République a quand même des cailloux sur ses chaussures, et cela pourrait être vu négativement par rapport à son bilan sur le plan diplomatique. Mais rien n'empêche qu'aujourd'hui, on parle de ce que nous détenons pour un peu clôturer ce que M. Vauto dit. Mike Hammer, non, celui-là, il ne faut même pas les citer. Celui-là... Hein, il nous a vendu du vent ici. Non, mais attendez. Il amène les chefs de l'État dans un cimetière de son père, et puis bon, c'est compliqué. Ça dit Mike Hammer, c'est vraiment parmi les ambassadeurs atypiques. Donc, il devient d'abord congolais, il se solidarise à nos problèmes, mais il ne nous apporte pas de solution. Il s'invente, il se mixe même vous allez mordre à la maison. Dans la politique interne de la RDC,
Il conseille même, donc il a plus divisé les Congolais que les unir. Merci. Donc il a amené une diplomatie et une politique qu'on croyait réelle politique qui n'a pas servi au chef de l'État. Je pense que comme son bilan, comme son mandat arrive à terme, il faudrait qu'on nous envoie un nouvel ambassadeur qui pourra, avec des projets concrets de développement, accompagner la RDC. Allez, les Mais la RDC, j'insiste, doit avoir les très bons négociateurs sur le plan international. On appelle en diplomatie les chefs de dossier, ceux qui savent piloter les dossiers. Jérôme Diana, bonjour. Bonjour. Bienvenue un peu en retard. En retard, j'envie ceux qui sont autonomes, c'est-à-dire, vous pouvez vous réveiller à 5 heures, vous montez dans la voiture. Vous, il faut attendre. Moi, je dois compter sur le fils qui doit venir de chez lui pour moi. Et de deux, affronter les embouteillages. Vous savez que l'émission commence. À 9h30. Je suis à Kitambo. Pas de ce Kitambo, de l'autre côté là. Pour faufiler, on quitte Ngaliem, on entre par Kitambo. L'émission commence, je suis encore là. Ah mais ça, vous avez quand même bien roulé. Hein, ouais. Allez, tout à l'heure, on parlait de cet échange diplomatique, pas d'échange, échange de vœux entre les chefs de l'État et les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa. Félix Antoine, qui s'est vanté de l'ouverture du Congo au monde, il parle qu'il a brisé l'isolement, c'est-à-dire il y avait isolement peut-être bien avant lui, et il dit la réintégration du Congo dans les concerts des nations. Tous ont dit qu'il avait raison et que peut-être que sur le plan des retombées, ce n'est pas assez, la moisson n'est pas abondante. Écoutez, le diplomate a un langage. Ne vous attendez pas à ce qu'un diplomate, à une occasion solennelle comme ça, qu'il vous dise vous n'avez rien fait et que la diplomatie était meilleure avant qu'aujourd'hui, il ne dira pas. Il va aller dans le sens de ce qui est dit, ce que le pouvoir dit pour le caresser dans le sens des poils. C'est ça la diplomatie. Même sur du fond de son cœur, il ne pense pas ça. Mais j'ai entendu, par exemple, le prof dire, je l'ai suivi dans la voiture. Vous suivez de loin? Oui, oui, je suivais. Une fois commencé, j'ai suivi presque tout. Je peux répondre à toutes les questions. Alors, le prof a dit, par exemple, il y avait l'isolement. Même ils ont dit l'isolement. Moi, je me suis, comme journaliste, puisque nous, journalistes, nous parlons avec les faits. Oui. Je me suis souvent posé la question, quel est en fait qui caractérise cet isolement? C'était quel isolement? Quel est le pays qui a fermé son ambassadeur et est parti? Quel est le pays qui a refusé d'envoyer son ambassadeur? Il n'y a jamais eu d'isolement. Non, mais toutes ces sanctions contre les dignitaires du régime, il n'y a Kabila lui-même, j'ai dit ceci. le pape a dit qu'il n'était pas un homme de confiance. Comprenez-moi, je parle avec des faits. Il n'y a jamais eu de sanctions contre la République démocratique du Congo. Et même là-bas, avec des sanctions ciblées. Oui. Ce sont des individus qui incarnaient l'État. Non. Vous allez me dire que... Chadari qui était vice-premier ministre. Il incarnait l'État. Il était vice-premier ministre. Non, quand on le sanctionne, il n'était pratiquement plus. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, ils sont sanctionnés. Ils incarnent quel État? Mende qui était porte-parole du gouvernement. Mais j'ai dit, les Chadari, les sanctions continuent. On les sanctionne pour incarner quel État? Ils sont encore sanctionnés. Pourquoi? Donc là, c'est ça où nous devons analyser, aller au-delà de ça. Il y a eu une politique souverainiste du régime passé. Moi, je mets toujours le régime entre guillemets. Parce que notre régime, on ne parle là jamais du régime Hollande. On parle de l'administration. C'est une manière d'administration. C'est l'administration. Ouais. Oui. Alors, il y avait le souverainiste, ce que les autres n'aiment pas. C'est ce régime qui a fermé l'ambassade, qui a expulsé l'ambassadeur de l'Union européenne, fermé la maison Schengen et a mis fin à la coopération militaire belge renvoyée. Ce sont des décisions souveraines d'un État. Mobutu avait rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique pendant toute une année. Mais pendant ce temps, les gens, malgré ces décisions-là, les gens tournaient toujours autour. Je n'ai vu aucun isolement. Aucun. C'est ça la vérité. Aucun isolement. Donc tu me dis que c'est l'ambassadeur qui n'était pas ici, qui vient de venir pour la première fois. Quel pays? Qui n'avait jamais été ici, qui n'avait jamais d'ambassadeur, qui n'a jamais... Mais s'il y a des ambassadeurs, voilà, il y a un ambassadeur. Je vais dire ceci. Un jour sortant d'une émission à la radio Okapi, je ne l'ai jamais dit, je vais le dire. On
J'espère que ce n'est pas un secret d'État. Non, ce n'est pas un secret d'État. Quelqu'un, un blanc apparemment américain qui m'approche. C'est vous, M. Diana? Oui, je viens de suivre là-bas ce que vous êtes en train de dire. Il dit ceci. Votre président, la Kabila, il veut et le pouvoir et l'argent. J'ai dit, alors comment? Il veut tout le pouvoir et tout l'argent. Ça veut dire quoi? Il dit, vous savez que les ambassadeurs qui viennent ici, quand on vous nomme, vous allez au Congo, mais il y a les gens qui font la fête. Au Congo, il pourra avoir un carré minier, il pourra avoir ceci. Mais jamais on appelle l'ambassadeur pour dire, vous savez que les ambassadeurs souffrent aussi. On appelle un ambassadeur pour lui dire que nous avons tel projet, tel marché. Si vous avez de votre côté des gens qui peuvent se soumettre, pour venir, vous pouvez être actionné. Non, c'est ce que Kabila ne faisait pas. Et vous avez l'impression que c'est ce que fait Félix? Je ne sais pas. J'ai dit, il y a un ambassadeur ici, c'est un plénipotentiaire, un potentat qui se comporte comme le gouverneur général. J'ai dit que je suis journaliste, je parle avec des faits, je rapportais ce que j'ai entendu. Ce que je n'ai pas encore vu, je ne dis rien. Sinon, ceux qui sont aux États généraux vont me donner comme modèle de fake news. Je dis ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Et c'est cela. Mais là où M. Diana semble se contredire... Non, je ne me contredis pas. Oui. Il n'y a pas eu de pays, la Belgique dit que je n'envoie pas d'ambassadeur au Congo parce que là-bas on ne donne pas le carré minier aux ambassadeurs. Mais il y a les ambassadeurs qui sont mécontents. Parce qu'il ne faut pas. Ils le sont mécontents. Est-ce que c'est ça que vous appelez l'image que ça a donné Est-ce que c'est ça que vous appelez l'isolement? Non, moi je 3 ans à la tête du pays, si c'était peut-être Eric Wemba, il allait peut-être dire on a quand même frôlé la mendicité internationale dans cette diplomatie d'ouverture. Hein. Il fallait aller demander à qui l'argent, aller chez ci, des voyages. Ça s'apparentait à une mendicité internationale. Non, pas du tout, parce qu'on a déploré qu'il n'y a pas eu assez de retombées. Donc s'il y a une mendicité, on aurait vu... Il n'y en aura pas. Mais c'est ça, nous sommes en train d'aller vers la nouvelle guerre froide. Il faut pas... Dans cette guerre froide-là, on cherche de quel côté on... Apparemment, ça vous achante, hein, Diana. Apparemment, ça vous achante. Je suis... réalisé. Je vois ce que j'ai dit. Très bien. J'ai dit ce que je vois. Cher René, il ne faut pas être un oiseau de mauvaise augure. Ceux qui en souffrent, c'est nous, le petit peuple. C'est pas ce qui c'est la tape douce. Mais le fait que Diana vient de relever, que ce soit des sanctions, comme il les a relevées contre les dignitaires du régime, Kabila, que ce soit l'attitude de Kabila vis-à-vis de puissances internationales, où il les a privés de certains avantages, ça ne fait que traduire qu'il y avait un mauvais climat. Voilà, donc c'est de ça. Pas un isolement. Et on peut pas arrêter, quand on parle d'isolement, il ne faut pas arrêter seulement à la présence des ambassadeurs. Il y a des ambassadeurs, il y a des ambassades qui sont là que pour des raisons entre guillemets, purement diplomatique pour faire l'apparent. Et on sait que ça ne fonctionne pas, ils ne sont pas bons termes, parce que si on rappelle l'ambassadeur, c'est très fort, ou on les chasse, c'est très fort, c'est vraiment la rupture. Allez, on va parler état généraux. Je voulais aussi placer un mot. Oui, attendez, quand je vais vous accorder la parole. J'ai l'impression que vous voulez changer le sujet. Oui, on change le sujet, mais dans votre temps d'antenne, vous allez peut-être revenir sur la diplomatie. Quelles des recommandations et des résolutions à l'issue des assises sur les états généraux de la communication et médias? Rideau, aujourd'hui, les travaux s'étaient poursuivis hier jusqu'à 20h. On a quitté Centre Nganda presque à 20h, 20h30. Hein. Oui, absolument. Je voulais tout à l'heure pas rejoindre ce que Diana a dit, mais essayer de démontrer une certaine contradiction, parce que à un moment, on a dit, il a parlé de la souveraineté. Et puis, on parlait de l'époque de la diplomatie, pas des proximités, mais on avait comme tendance à voir que le président de la République lui-même d'abord n'était pas en bon terme avec les institutions internationales. Et puis des deux, oui, il y avait beaucoup de blocages. On n'avait pas de programme formel avec les FMI ni la Banque mondiale. Hein. Alors, deuxièmement, c'est que lui-même a dit que la RDC a décidé, avec la politique des souverainetés, de fermer... expulser l'ambassadeur. Absolument, et de fermer l'Union européenne, de bloquer tout ce qu'il y avait comme projet de développement pour le petit peuple. Est-ce qu'une politique diplomatique comme celle-là pouvait faire avancer le pays? Non. Quand on parle de l'isolement, c'est-à-dire il y avait, quand on parle même des leaders qui ont été sanctionnés, c'était des leaders des institutions
qui représentait l'État, même s'ils refusent de le comprendre, mais ils représentaient l'État. Et ils ont été sanctionnés. Même au sein de l'armée. Effectivement. Donc, les sanctions sont allées encore plus loin. Et aujourd'hui, ces personnes restent sanctionnées et Félix Tshisekedi a amené effectivement le panissement de cette diplomatie. Très bien. Alors, pour parler des États généraux. Des États généraux, des recommandations. Effectivement, On plusieurs parle de recommandations. la réforme du cadre légal, on parle de la viabilité économique des médias, on parle de la définition de la politique nationale, de la communication et des médias. Plusieurs recommandations, hein, plus de 50. oui, dans notre commission, par exemple, nous en avons eu 56, si je ne m'abuse pas. Mais si on semble mettre ça ensemble, on pourra aller même dans une espèce de 150, plus de 100 recommandations. Ça veut dire qu'il faudrait que nous aboutissons. Il y a des recommandations de notre côté parce que nous avons eu l'état nécessaire à nettoyer notre profession. Il faudrait maintenant l'exécuter. Si les gouvernements est de bonne foi, tel que Mouyaya, le ministre de Communication et Médias, l'a mentionné, je crois qu'on aura avancé même sur le plan de la réforme légale. Mais on doit comprendre qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est les médias en ligne. Vous avez ce que le chef de l'État a déploré comme le fake news. On a parlé aussi dans une commission qu'on doit entrer en contact avec les navigateurs web pour essayer de négocier, si possible, d'effacer les contenus négatifs sur la RDC ou effacer carrément le fake news et accorder les sanctions à des médias d'information en ligne qui vont s'entêter à publier des rumeurs et tout ça. C'est aussi un pas vers de l'avant. On a parlé également, toujours côté de la viabilité, de la redevance multimédia, parce que c'était pratiquement incompréhensible que seule la RTNC bénéficiait de cette redevance. C'est ça, les médias publics. Oui, effectivement. C'est là où on parle même de la réforme légale. On doit changer. On doit changer parce que la donne, effectivement, a changé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter l'Internet sans pour autant nous consommer, nous, le média en ligne. Donc, nous sommes le pourvoyeur même de cette connexion. Vous avez votre connexion. Sans nous, vous ne serez pas informés. Donc, nous mettons du contenu, nous renvoyons pour faire consommer à bon escient même la connexion. Donc, nous devons quelque part en bénéficier au même titre que la RTNC. Donc, vous avez aujourd'hui, quand on parle de la radio, actuellement, on a la radio Capi. Bon, là, on n'en parle pas parce que c'est une radio des Nations Unies. Mais vous avez Radio Top Congo, vous avez la RTVS1. Ce sont quand même des radios qui diffusent, je dirais, qui couvrent la plus grande étendue de la RDC parce qu'ils sont relayés aussi à l'intérieur du pays par des radios communautaires qui doivent, ces médias-là, doivent bénéficier du soutien de l'État congolais. Donc, avec la venue de Covid, vous avez vu comment les médias de la presse écrite ont beaucoup souffert, ont beaucoup peiné pour publier et vendre leurs journaux. On a dit que les FPI avaient donné plus de 10 millions voilà. Il y a des entreprises qui payent les impôts, qui payent les hyper et ainsi de suite, mais l'État ferme les yeux. Bien, hein? Alors, apparemment, nous sommes voués à l'échec et l'État nous pousse vraiment à fermer. Du coup, il faudrait qu'il y ait cette attention de l'État, même sur le plan économique, l'apport économique de l'État vis-à-vis de ses partenaires privés. Diana, j'aurai sur ce plateau, je crois, demain ou après-demain, Charles Dimandia, j'aurai Michel Moussé Diawé et tous les autres qui ont participé à ces travaux. J'aurais bien voulu que vous soyez là les jours pour débattre exclusivement sur la question. Mais parlons des États généraux, là où j'ai vu que c'était quand même important. On a mis en place cette recommandation. On a parlé de l'opérationnalisation du moratoire sur les arrestations des journalistes. On parle de l'assainissement du paysage médiatique congolais. Beaucoup de résolutions partant de la redevance jusqu'à même à ces moratoires sur... Oui, mais une seconde pour dire que... Pour confirmer qu'il n'y a jamais eu isolement diplomatique. Et mais aussi pour dire que un État qui est là pour gober ce qu'il faut. Vous lisez la Convention de Vienne, il y a réciprocité. Voilà. Ce que nous ne pouvons pas faire chez vous, vous ne le faites pas chez nous. Il ne faut pas se comporter à un État voyou.
Mobutu a été ce qu'on a appelé le rideau de fer contre le communisme. Il a joué tous les rôles. Il est parti 32 ans après chercher les vestiges des Occidentaux ici chez nous. C'est où? Ils ont développé le pays en quoi et où? Où? Vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont changer de paradigme, ils vont changer des intérêts pour faire... Aucun président, à moins qu'il y ait la guerre froide qui reprend, aucun ne rendra service aux Occidentaux comme l'avait fait le maréchal Mobutu. Très bien. Je vois même les journalistes, j'ai encore une revue chez moi qui dit, un journaliste qui dit, je ne comprends pas ces hommes politiques, on a tout crié, au Congo on dit dictature, mais quand Mobutu se pointe ici, il voit sa toque de léopard, tout le monde tremblait, on va l'accueillir, on lui fait... Et il est parti, pas de vestiges. Citer les boutiques américaines, citer les boutiques françaises ici, il n'y en a pas. Mais citer les boutiques chinoises, indiennes... Revenons dans les vifs. Alors, pour revenir à notre sujet, je dis ceci. Les États généraux. C'est peut-être une déformation de l'expérience. Ce qui est en train d'être fait, j'aimerais mieux le dire, sincèrement, parce que c'est un métier que j'aime. Je suis de ceux qui s'étaient battus pour que l'UNPC reste. Au moment où les gens disaient, ah, comme le parti État est parti, l'UNPC doit partir, on se battit, le vieux qui tout, pour que l'UNPC n'avait rien à voir avec le parti État. J'ai entendu quelqu'un qui disait que l'UNPC c'était un organe du parti État. C'est faux et archi faux. Nulle part vous trouverez, même dans les documents d'un père à la tête du mouvement populaire de la Révolution, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Très bien. Donc ça a été un cadre fédératif de la presse. Et je vous dis aussi que l'idée est venue parfois de Mobutu lui-même, un ancien journaliste. Non, les débats, il faut reconnaître parfois le mérite des gens qui ont posé des actes et aujourd'hui. Mais maintenant, quand je regarde ce qui est en train de faire, je me dis qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Ah oui. J'ai assisté à plus d'états généraux. Donc c'est les Reddit, c'était en 96. J'ai assisté au congrès. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui a ouvert. Mais les congrès de la refondation de l'UNPC, on avait mobilisé le président de la République aussi, Joseph Kabila, à l'hôtel Vénus. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme quand on crée quelque chose, après on repose les mêmes problèmes. Les problèmes qui sont posés aujourd'hui, moi je suis journaliste et professeur en 81, ont été posés en 81. Non, il n'y avait pas le numérique à l'époque, non. Non, le numérique c'est quelque chose qui va arriver, j'en arrive. Vous n'avez pas tout le problème, les autres problèmes qui se posent, la pauvreté des médias, le financement de la presse, ça se posait. C'est déjà dit, hein. Au même titre qu'aujourd'hui. Peut-être plus grave encore qu'aujourd'hui. Et j'ai l'impression ceci, j'aimerais le dire, que là, vous êtes au centre Ngandala, vous êtes en train de construire un immeuble. Un bel immeuble. Vous avez tout fait, vous faites l'installation de courant. Et vous avez une source, même directe Inga, comme une ligne directe Inga, vous mettez là-bas. Départ unique. Vous mettez les belles ampoules qui existent. Mais après, on se rendra compte qu'à la maison est terminée, qu'il n'y a ni interrupteur, ni prise. Oh. Et c'est ça, ce que nous faisons. Vous construisez. Généralement, vous ne savez pas, pour que tout démarre, nous allons appuyer où? On ne sait pas. Justement, on a mis en place une commission de suivi. Les commissions toujours. Non, une commission de suivi des recommandations. Oui, le comité va suivre les recommandations. Dans ces recommandations, qu'est-ce qui est principal? Je vous avais fait votre. Là où on doit, si on appuie toutes les autres recommandations, ça marche. C'est où? C'est sans interrupteur, c'est sans prise, et vous avez tout mis en place, les ampoules. Finalement, vous allez dire non, mais ces ampoules, vous cassez les ampoules alors que ces ampoules ne peuvent même pas... Je prends la question de Diana. On va commencer par où? L'opérationnalisation du moratoire. Diana a tout à fait raison. À la base, c'est la politique nationale de la presse, la politique nationale des médias. Pour comparer avec Mobutu qui était un journaliste, un grand communicateur, c'était clair dans sa tête. Mobutu a pris l'option, sur le plan politique, la politique de l'authenticité, et pour opérationnaliser la politique de l'authenticité, avec les Malembe, avec les Kintutu, ils ont mis en place une politique qui était claire.
D'abord, c'était le parti. Il a créé une école de journalisme. Voilà. On avait deux grands médias, Salongo et Lima, accompagnés par la ZAP à l'époque. La RTNC, c'était un grand projet, comme en témoigne son bâtiment. Les journalistes ont été formés dans de grandes écoles de journalisme, de communication. Vous savez qu'il y a des journalistes de la RTNC qui ont fait des stages à Hollywood pour les cinémas. Donc c'était toute une politique. Et lui, il s'est fondé sur cette presse-là, ces médias-là pour gouverner. Et l'ISTI qui a été créé à l'époque, c'était pour alimenter ces médias-là. C'était clair dans sa tête et c'était clair dans la tête de ses collaborateurs. Aujourd'hui, quelle est la politique des médias? Le professeur KMB va répondre à cette question parce que c'est lui qui était au four et au moulin. Mais c'est pas clair. C'est pas clair ni dans la tête du gouvernement, ni dans la tête des journalistes que nous sommes. Et je crois qu'il faut définir clairement les choses. Et c'est ça qui va faire, qui va avoir de l'impact sur tous les régions. Je peux te donner un exemple. Mobutu, sachant qu'il a besoin de ces médias-là, il donne le moyen. Beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on dit, ok, vous journalistes, CCTV, c'est une chaîne privée, une chaîne commerciale, il faut que vous puissiez lutter contre le Congo bashing, il faut que vous puissiez défendre l'intérêt du pays. On dit qu'on présente pleinement l'image du Congo à l'interne comme à l'externe. Comment changer les paradigmes? Voilà. Maintenant, vous, en tant que média privé, vous avez du personnel, vous avez des charges. Qu'est-ce que l'État fait pour vous accompagner? Mobutu donne les moyens. Même eux-mêmes, ils ont donné le mauvais exemple. On a crié ici que le peuple n'accorde pas des interviews aux médias congolais. Quelle est la politique du gouvernement des médias? Merci Joseph, votre photo. L'émission est terminée parce que nous allons rendre l'antenne. Il est prévu un plateau spécial à l'issue de ces travaux d'aujourd'hui. Et je crois bien, Joseph Adolphe Voto, la réalisation va pouvoir vous recontacter, comme Joachim Diana. Le professeur Aimé KMB avait donné déjà son cutus, tout comme plusieurs intervenants. On va revenir, en tout cas,